Le thème d'aujourd'hui, qui est facile à définir et en même temps très compliqué parce qu'il est large, c'est l'entretien des textiles de demain. Bon, on a compris, ces textiles, c'est demain donc le futur, ce futur qui est à notre porte. Il suffit encore une fois de considérer toutes les formes d'innovation qui sont proposées dans le salon GETExpo, qui depuis hier rassemble des opérateurs et certainement les meilleurs de cette sélection du marché. Et puis la notion d'entretien, elle est finalement extrêmement large, la notion d'entretien. Alors on ne va pas être poli, on donnera la parole aux hommes dans un premier temps. Ce que j'aimerais bien, c'est que les uns et les autres, vous puissiez vous présenter très rapidement, et ce qu'est l'organisme pour lequel vous collaborez ou que vous dirigez, puisque qui dit entretien, qui dit nettoyage, on pense au centre technique qui est le vôtre, n'est-ce pas? Et vous êtes le responsable, si je ne m'abuse, du textile, dans ce métier, enfin dans ce centre, pardonnez-moi technique, qui traite toutes les problématiques du nettoyage. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc au CTTN, donc Centre technique de l'intérieur. On fait court là, dans un premier temps, bien sûr. Donc on s'occupe de tout ce qui est lié à l'entretien et on voit l'entretien de toutes ses formes à différents niveaux, aussi bien au niveau matériel, au niveau produit et pour ma part pour le textile. Donc je m'occupe de tout ce qui est contrôler l'entretien au niveau des textiles. Donc heureusement que le TGV ne nous a pas trop mis en retard, puisque ce serait été dommage de manquer de cette compétence. Ouais. Quand on parle demain, on pense innovation, et si Alice est avec nous aujourd'hui au titre de Studiotech, et on sait la collaboration forte que vous apportez à Messe Frankfurt, n'est-ce pas? Messe Frankfurt qui est désormais l'opérateur, Messe Frankfurt France, l'opérateur de GETExpo. Donc qu'est-ce que c'est Studiotech? Qu'est-ce que c'est la Fashion Tech? En un mot bien sûr, et après vous allez nous présenter des initiatives ou des innovations concrètes et appliquées qui vous semblent justement des pistes dont on va débattre les uns avec les autres et avec vous, mesdames, messieurs, n'est-ce pas, pour répondre au thème d'aujourd'hui. Pour être concise, moi oui. Je travaille plutôt aux côtés soit des créateurs, donc les jeunes talents du secteur de la mode, soit aux côtés des entreprises, plutôt sur les enjeux d'innovation et tout ce qui touche en fait à la mode, au secteur de la mode. Et donc comme on le sait, la mode est très très liée avec les industries du textile. Et donc là, l'idée c'était d'essayer de donner quelques idées sur ce que pourraient être les textiles de demain. Voilà. Merci beaucoup. Alors, textiles de demain, vous qui travaillez avec la Fédération du prêt-à-porter féminin, entre autres, n'est-ce pas, Pascal? Donc, dites-nous quelles sont les 3 casquettes que vous avez, parce que j'en connais au moins 3. Le Coffret, l'Association internationale, et puis Ginetex, et le lien que vous avez aussi avec la Fédération du prêt-à-porter féminin. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis donc secrétaire générale du COFRET, qui est le comité français de l'étiquetage d'entretien textile. Et donc, nous faisons en fait la promotion des symboles d'entretien auprès de toutes les marques françaises. On a à peu près 96% des marques françaises qui se fournissent dans les symboles d'entretien chez nous pour pouvoir indiquer ça sur les étiquettes textiles. Hein. Alors on parle de tout textile et du prêt-à-porter, de la mode, mais également aussi de tout ce qui est produit textile. Ça va des jouets aux vêtements de sport. Alors on retrouve aussi du textile un peu plus technique aussi, mais aussi tout ce qui est linge de maison et autres. Donc on travaille tant au niveau du domestique, du nettoyage domestique, mais également aussi du nettoyage professionnel, qui est quand même un axe aujourd'hui qui est très très important, parce qu'avec tous les changements de nouveaux solvants, de nettoyage à l'eau, etc., au niveau des pressings et des nettoyages professionnels, donc on accompagne nos marques, entre autres avec la Fédération française des pressings et des blanchisseries, avec le CTTN, pour les accompagner à bien utiliser les symboles. Parce que l'idée, c'est que voilà, les symboles soient correctement compris. À ce titre-là, je coordonne aussi le travail de 22 comités nationaux dans le monde, du Brésil au Japon, majoritairement en Europe, qui ont les mêmes objectifs que le COFRET, chacun dans leur pays, c'est-à-dire de fédérer leur marque nationale. Voilà. Et la troisième, alors c'est pas ma casquette, mais je suis là en son nom. Une mission. Voilà, une mission. Je suis missionnée donc par le vice-président du COFRET, qui lui-même est délégué général de la Fédération du prêt-à-porter, la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Et donc ça, c'est une fédération qui fédère donc des jeunes marques, des jeunes créateurs, des jeunes entreprises qui veulent se lancer donc sur le monde de la mode. Et donc il leur apporte, par exemple avec le salon Trafic,
un certain nombre d'outils pour justement se développer sur ce marché qui est quand même relativement concurrentiel, qui doit être abordé d'une manière aussi très globale, parce qu'une entreprise qui lance sa marque doit forcément entrer sur un marché quasiment international dès le départ. C'est pas simple. Et donc, du coup, on est quand même sur un salon de nettoyage professionnel. On sait aussi que ce marché-là, finalement, on ne lave pas professionnellement de la même manière au Japon qu'aux États-Unis, qu'en Europe. Il y a quand même des petites choses différentes dans chaque pays. Mais ces spécificités nationales, bien sûr, ces spécificités nationales si importantes et internationales aussi, c'est certainement peut-être des recettes, enfin peut-être des solutions dans ce monde en mutation, parce que je crois que c'est ça qu'il faut considérer. Vous parliez de symboles, facile ce que je le dis, si vous voulez bien le comprendre, mais aujourd'hui, il y a une autre attitude, bien évidemment, du consommateur par rapport à des éléments très simples qui sont l'environnement, n'est-ce pas, la pression environnementale. Vous parliez de symboles, donc je pense que même dans un salon professionnel, et vous avez fort justement raison de le souligner, il y a toujours cette préoccupation et de plus en plus du consommateur final. Alors ces mutations, on va demander, ces mutations énormes qui existent là dans le domaine de l'innovation, vous les résumeriez en un pôle, deux pôles, trois pôles? Comment le centre travaille lui-même au regard de ce que vous font remonter soit les professionnels, soit des prestations vous-même que vous développez auprès des professionnels? Alors, ce qu'on voit au niveau du textile, c'est qu'il y a de plus en plus, on va dire, l'évolution de l'entretien professionnel fait que les fabricants s'inquiètent. L'évolution du nettoyage professionnel et même ménager, mais surtout professionnel, amène des évolutions aussi au niveau des textiles. Parce qu'on n'entretient plus maintenant le textile comme on l'entretient il y a quelques années. C'est-à-dire parce que les techniques ont changé, le matériel s'est développé, ou c'est surtout la mutation des matériaux textiles? Alors les deux. Il y a les techniques d'entretien ont changé pour diverses raisons écologiques et autres, et évolution simplement du matériel. Et donc les textiles suivent cette évolution-là pour s'adapter aussi en même temps aux évolutions du matériel. Alors au niveau textile, il y a aussi des contraintes environnementaux qui fait que les textiles évoluent, que ce soit les textiles recyclés qu'on voit apparaître et aussi ce qu'on appelle les smart textiles, les textiles avec des fonctions, entre autres celle la plus connue, c'est l'électronique qui amène aussi des évolutions dans l'entretien. On en reparlera tout à l'heure avec Alice parce qu'on a fait il n'y a pas tellement longtemps un atelier, vous vous souvenez, à la fabrique, justement sur ces textiles connectés. Et ce qui est extrêmement intéressant, mais je ne veux pas dévoiler trop le sujet, je préfère vous entendre parler, c'est la mécompréhension, nous a-t-il semblé, entre le monde de l'électronique et le monde du textile. Mais pardon. Non, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, on va dire, deux évolutions majeures au niveau du textile et les textiles du futur en tout cas. C'est l'évolution due à la technique de nettoyage et l'évolution liée aussi au textile pur et les nouvelles fibres ou l'aspect environnemental que je disais, des techniques de fabrication qui évoluent, qui font évoluer le comportement des textiles. Et alors, dans votre travail au centre, c'est vous qui faites, j'imagine que vous avez un travail de recherche, entre guillemets, fondamentale. Donc, au regard de ce que vous évoquiez sur l'évolution des matières, par exemple, et des matériaux ou des techniques de fabrication du textile, je suppose que là, vous avez des programmes vous-même que vous proposez aux professionnels. Comment vous fonctionnez? Alors, là, on a une partie qui est la recherche. Comme tout centre technique, bien sûr. Oui. Parce que c'était un centre technique de la nature du nettoyage, mais aussi IREN, Institut de recherche en entretien et nettoyage. Donc on fait une partie de recherche sur l'évolution des textiles, mais surtout l'évolution de l'entretien. Et pour ma part, on a beaucoup aussi de travaux qui sont liés aux entreprises de fabrication textile qui amènent des nouveaux textiles et qui veulent vérifier leur comportement à l'entretien. Donc, que ce soit, on parlait de textiles connectés, mais autres textiles qui peuvent... Fonctionnalités. D'autres fonctionnalités qui veulent maintenir et pour avoir un aspect lié au consommateur, que ce soit résistance à l'eau, anti-tache, qui est une fonction qu'on connaît depuis très longtemps, mais aussi qui évolue par rapport aux techniques utilisées. Chantal, pardonnez-moi, vous voulez dire quelque chose? Pardon, en complément, Florence, pardon, sur ce sujet, non? Par rapport au symbole. Alors, par rapport au symbole ou peut-être les relations qu'on a aujourd'hui avec les marques françaises, puisqu'on a quand même effectivement, on a de plus en plus de fibres recyclées, de fibres organiques aussi, bio.
ou de pelures de pommes de terre, ou des choses en fait qui arrivent sur le marché. Alors on n'en a pas beaucoup, ça reste un peu niche, mais c'est vrai que ça retravaille un petit peu aussi l'appréhension ou l'accès à l'entretien. Je voudrais aussi, par rapport à ces nouvelles fibres même techniques, il y a aussi beaucoup au niveau du design du produit. On essaye de voir comment les designers peuvent aussi intégrer la notion de nettoyage au moment de la création de leurs produits. Ça, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, un designer ne veut pas se restreindre par rapport à un cahier des charges trop étroit. Et c'est quand même important parce que je participe par exemple au niveau européen à un groupe de travail sur justement les textiles, les smart textiles. Et très clairement, la notion d'entretien en fait un sujet de succès commercial. Si vous ne pouvez pas entretenir les textiles d'une manière, alors que ce soit domestique ou professionnel, d'une manière un peu plus longue dans la durée de vie du produit, eh bien votre produit, le consommateur ne va pas accepter de l'acheter plus cher, à 20% ou 30% plus cher, s'il ne peut pas l'entretenir plus de 20 ou 30 fois dans sa durée de vie. Donc vous voyez une corrélation importante finalement entre la qualité d'un produit, enfin la réputation que le produit pourra avoir dans l'imaginaire du consommateur et les compétences qu'il peut lui-même avoir ou que le professionnel peut avoir et la durabilité. Tout à fait. Donc ces fonctionnalités techniques doivent rester longtemps dans le produit pour que le consommateur ait envie de l'acheter. Et on a vu déjà, alors je n'ai pas les marques ici, mais des produits qui sont sortis où effectivement le succès commercial n'a pas été au rendez-vous à cause en particulier de l'entretien de ce produit-là qui n'a pas pu être concret en fait. Justement, Alice, vous auriez un commentaire à faire puisque vous avez à la fois la double casquette dont vous parliez, n'est-ce pas, l'attente des designers, des jeunes marques, et puis ce qu'on a vu ensemble l'autre jour sur ces textiles connectés. Oui, alors là, je vais parler de choses peut-être un petit peu éloignées du métier des personnes de l'audience. Donc, si vous voulez donner corps peut-être à ce que je dis, il y a le salon Avantex qui présente en septembre un certain nombre d'innovations dans le domaine textile-habillement. Mais bon, voilà, je pense qu'il y aura des questions à la fin, peut-être questions-réponses. Donc, je pense qu'il y a surtout... Alors, je parle beaucoup de mode, désolée, mais c'est mon secteur d'origine et j'aime bien parler de choses que je connais. Donc, le fait est que dans la mode, il y a une tendance de fond qui est que, économiquement, depuis un certain nombre d'années, on a atteint un seuil de saturation. Il y a plus d'offres qu'il n'y a de demandes, et ça, c'est le cas depuis déjà, je dirais, la fin des années 60. Donc, en fait, il y a des tendances de fond qui existent, et qui vont amener des innovations, y compris dans le produit, et qui vont avoir des répercussions pour les professionnels de l'entretien. Il y a des tendances qui interviennent maintenant, donc à très court terme, et il y a des tendances qui, à mon avis, vont se révéler à plus long terme. Pour ce qui est du court terme, il y a des choses qu'on voit déjà se mettre en place, comme par exemple l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire le fait d'utiliser un produit plutôt que d'investir dedans pour le garder toute sa vie, qui sont des choses qui déjà sont mises en œuvre par un certain nombre d'entreprises, de jeunes entreprises, Panoply pour la France, Rent the Runaway aux États-Unis, qui déjà est une start-up qui est en plein essor. Donc les gens ne sont pas forcément tous prêts à passer de la possession à l'usage, mais tout de même, on le voit au niveau du logement, de la voiture, de plein de secteurs, c'est une tendance très lourde et qui donc aura, j'imagine, une incidence sur les métiers de l'entretien, puisque entre deux utilisateurs, nécessairement, on passe par le nettoyage. Donc ça doit impliquer, pour les professionnels de l'entretien, une certaine agilité, une certaine souplesse, et je pense peut-être qu'il y a une nouvelle demande à appréhender de ce côté-là. Là, on n'est pas encore dans quelque chose de très technologiquement innovant, c'est juste possible grâce aux plateformes de mise en relation et évidemment à l'Internet démocratisé. Ensuite, si on rentre dans le produit, il y a des tendances qui sont effectivement liées donc, à cette tension économique sur le marché de la mode, c'est-à-dire que la mode va chercher, au-delà de l'aspect strictement esthétique, à répondre à des enjeux de fonctionnalité. Et pour apporter cette dimension aux vêtements, on va être obligé d'innover. Alors, il y a deux grosses tendances dont je voudrais parler là. Il y a tout ce qui va concerner le côté, effectivement, biotech, biologie de synthèse, pour apporter des matières qui sont issues du vivant, en fait, et donc qui sont radicalement nouvelles. Mais là, on verra que ces tendances-là, elles vont se révéler dans un avenir assez lointain, enfin, plus ou moins lointain,
par rapport à ce dont vous parliez justement avant, les fibres naturelles qui sont effectivement en plein essor. Là, on voit se reconstituer la filière chanvre en France. Là encore, j'imagine que pour vous, professionnels de l'entretien, ça a une incidence. Et idem pour les textiles recyclés, c'est aussi une très forte tendance qui est actuelle. Pour ce qui est des biotech matériaux, alors j'avais une slide à vous montrer, parce que c'est vrai que c'est pas très parlant sans image. C'est la deuxième. Voilà, en fait, il s'agit de cultiver en laboratoire des micro-organismes pour constituer de la matière, ce qui peut offrir par exemple des alternatives au cuir, parce que en fait, l'idée c'est de s'échapper des solutions carbonées par le biais de la culture en laboratoire de micro-organismes. Et il y a déjà des entreprises assez sérieuses qui vont assez loin dans l'industrialisation. On a vu des choses aussi à partir de la matière lait. De la matière ? Le lait, milk. Oui, Chemilk, exact. Fin connaisseur du sujet. La protéine de lait, effectivement, on a réussi à faire un fibre, c'est une start-up allemande. Après, je ne pense pas que vous ayez déjà eu affaire à ce type de produit. En général, il reste à l'état de prototype. Et Pili, qui est la start-up la plus avancée vers l'industrialisation de tous ces projets présentés ici, qui fait de l'encre, une start-up française. En fait, son idée, c'est d'arriver à des teintures à partir de bactéries. Mais pour industrialiser son process, ça fait déjà plus de 5 années de R&D qu'elle se bagarre. Et derrière, ça implique évidemment beaucoup de financement. Ils annoncent une mise sur le marché d'ici 2020, ce type de teinture pour les textiles, que ce soit pour l'ameublement, le vêtement. Effectivement, j'imagine qu'elles vont entraîner aussi des contraintes de lavage qu'on n'aura pas forcément avec les teintures actuelles. Quand j'ai vu les essais, mais c'était il y a 2 ans, donc ça peut avoir évolué quand même, il y a une altération évidente, beaucoup plus rapide, de la qualité de la teinture sur le produit par rapport aux solutions synthétiques. Juste une question, s'il vous plaît. Fabrice Rimbaud, sur ce genre de schéma. Est-ce que l'IFTH déjà commence à travailler avec vous? Est-ce que vous avez déjà des demandes et en réponse également, en écho avec ce que disait Alice, il y a des gens qui ont développé tout un business avec les teintures naturelles. Je pense à Henri Plot, par exemple, dans la région de Mazamet. Est-ce qu'il y a une moindre résistance aux techniques de nettoyage et d'entretien pour les matières naturelles et demain pour celles-ci? Alors si on part d'ennoblissement et surtout de la teinture, tout dépend aussi comment le colorant est fixé. Que ce soit par micro-organismes ou autres systèmes, c'est l'élément colorant, comment il va être fixé à la fibre. Donc tout dépend de la technique de fixation. Et donc que ce soit naturel ou autre, ça n'amène... c'est la mode de fixation qui amène la qualité. Donc on n'a pas vraiment de différence. Le tout, c'est comment créer le produit et comment il va se fixer. Si c'est simplement par, entre guillemets, système de collage ou un collage, on va dire qu'un colorant, bon, là, ça sera une fixation plus simple, on va dire, plus fragile. Après, si c'est vraiment une réaction chimique avec la fibre, comme certains colorants synthétiques qui existent et qu'on a comme colorant naturel, on aura des fixations plus fortes et des résistances plus importantes. Donc tout dépend du mode de colorant, quel colorant et comment il va être fixé à la fibre et la nature de la fibre, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque fibre a son affinité pour un colorant ou un autre. Donc voilà, entre les fibres synthétiques, on va faire simple, je vais prendre le polyester, on va mettre le colorant au cœur de la fibre. Une fois qu'il est fixé au cœur du colorant, cette teinture à cœur, on aura, que ce soit naturel, synthétique ou autre, on aura une très bonne résistance. À moins d'altération avec des produits chimiques, mais si c'est simplement en surface, il sera plus amène à être agressé par les contraintes chimiques extérieures. Donc voilà, pour donner votre réponse, je n'ai pas une réponse toute faite en fonction du colorant. Après, les nouvelles fibres, on dit les innovations, il y a beaucoup de retours d'anciennes fibres, mais les techniques ont fait que le coût est telle qu'on peut utiliser des fibres. On parlait de la fibre de lait. C'est une fibre de lait qui a quand même plusieurs dizaines d'années, je dirais plus de 50 ans même. Elle est très ancienne. Pour avoir vu des produits il y a très longtemps de ce domaine-là, ça se traite. Pour un teinturier, un industriel de l'entretien, ça ne pose aucun problème à partir du moment qu'il connaît la nature et le comportement dépend de si c'est protéinique. Ça ressemble entre guillemets à la soie. Donc un comportement est proche de la soie et voilà. Il n'y a pas... les nouvelles fibres, il y a beaucoup de il y a des nouvelles fibres,
mais on peut se rattacher à des anciennes chimies qui fait que le comportement est assez prévisible sur l'entretien. Voilà. Je peux... Oui, je ne suis pas du tout prévu et habituellement, en tant qu'organisateur, on fait quelques mots welcome et après on part. Si je veux intervenir, c'est parce que je pense qu'il se passe quelque chose d'important pour votre profession. C'est la raison d'ailleurs pourquoi je voulais aussi ce genre de table ronde. Alice vient de dire un certain nombre de choses qui sont d'énormes opportunités pour vous. D'abord, elle a dit qu'il y a une tendance de location de vêtements. Il y a déjà une boutique à Marseille, je crois, Alice, c'est Marseille, bon, il y a une boutique à Marseille qui fait ça déjà et elle a évidemment développé aussi dans sa boutique ou derrière sa boutique l'entretien textile, parce qu'il est bien évident, quand je loue un vêtement, votre robe, madame, et dans 2 semaines, c'est un autre consommateur qui va la louer, il faut évidemment entièrement disons, la mettre presque à neuf. Et ça, c'est votre profession. Ensuite, on a parlé des nouveaux matériaux, des fibres, de ce que le consommateur souhaite avoir. Et Alice a dit quelque chose que je trouve important. Elle a dit, il y a des choses aujourd'hui, il y a des choses à moyen et long terme. Et le long terme est le plus important pour vous. Parce que vous savez tous que toute transformation dans une société lourde est un amortissement. Et en général, ça tourne autour de 5 ans, voire plus. Et donc, aujourd'hui, il faut préparer comment vous allez utiliser votre argent d'amortissement dans 5 ou 10 ans. Et cette transformation que Alice travaille, elle a parlé pour Avantex, c'est un autre salon chez nous qui fait l'innovation textile. Et c'est avec ce salon, d'ailleurs, je me suis rendu compte comment il est important que l'entretien textile qui est à Laval rentre réellement dans un contact très étroit avec l'amont, avec ce qui fait, pour que justement on n'arrive pas qu'à un moment donné, la profession se retrouve devant un problème qu'elle ne peut plus résoudre et d'autres ont peut-être résolu. Voilà tout ce que je voulais dire, pourquoi je pense que c'est important et pourquoi je souhaite aussi avec Jet Expo et nos salons textiles de faire au moins en sorte pour qu'il y ait de plus en plus de ponts entre ce que nous voyons là, quelquefois dans le futur, notamment dans les fibres, jusque consommateur et jusque votre rôle que vous allez prendre et vous pouvez prendre dans l'innovation et par la suite d'ailleurs changer même toute votre image de marque et votre image. On l'a bien réussi, mais c'est Francfort dans le textile. Dans les années 80, le textile c'était un loser. Plus aucun ingénieur voulait aller dans le textile, n'est-ce pas? Vous allez me confirmer. Et aujourd'hui, avec Tech Textile, que nous avons créé en 87, ce salon présente aujourd'hui l'innovation. Je pense que la même chose, on pourra le faire aussi avec l'entretien. Excusez-moi que non, mais pas du tout, excuse-moi. Merci beaucoup, Michael, d'être intervenu. Et tu as fort justement raison de rappeler qu'il y a les processus industriels et le long terme. Je parlais avec des exposants ce matin, parce qu'à l'ouverture du salon, les gens ont un petit peu de temps. Bon, je voyais quelques innovations technologiques qui me semblaient intéressantes et porteuses, dans la mesure où je puis comprendre quelque chose. Ils me disaient, mais ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet, 3 ans, 3 ans et demi. On le sait, je veux dire, un vrai processus industriel, et vous le voyez aussi, bien sûr, les uns et les autres, le processus, d'où l'importance de
se projeter. D'où l'importance de la conférence, bien évidemment grâce à vous, d'où l'importance de ce TechScare et d'où l'importance aussi des rencontres professionnelles. Bon. Et tout ça dans une filière organisée. Tu fais justement bien de rappeler, me semble-t-il, vous l'avez fait aussi tout à l'heure, le pôle d'innovation qui était avant Text, parce qu'en fait tout ça se lie d'une certaine manière, n'est-ce pas? Non seulement se lie, mais est interdépendant. Pourquoi c'est interdépendant à mon humble lecture? C'est parce qu'il y a le consommateur au bout, dans une nouvelle attitude, dans de nouvelles exigences. Et il n'y a pas que l'écologie d'ailleurs, on en reparlera, mais je pense qu'il y a une autre exigence du consommateur qu'on traitera après. Vous vouliez ajouter un mot, je crois, Alice, et on va passer la parole aussi à Pascal, que j'appelle Chantal, Florence. Non, c'était juste pour dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont actuelles, comme ce dont vous parlez, la protéine de lait. C'est Gilles qui a amené ce sujet, mais ce qui est présenté ici, ça n'a rien à voir. En fait, il y a vraiment, oui, il y a les lyocell, le tencel, etc., tous les tissus de Pirates aussi, écologiques, qui sont déjà une réalité sur le marché. Vous avez déjà probablement entendu parler de la start-up Induo qui fait ces fameux textiles intachables également, intachables. Il ressemble à une popeline de coton qui croise plusieurs innovations, y compris dans la fibre, la manière de tisser et l'induction, qui font qu'on a une sorte de popeline imperméable et donc qui se tache moins facilement. Donc là, effectivement, il y a une incidence plutôt défavorable pour les professionnels de l'entretien sur le produit, qui fait que le consommateur n'a plus besoin de laver sa chemise aussi souvent. Mais là, en fait, il s'agit par exemple en haut d'un produit à partir de mycélium. Donc on voit effectivement qu'on est loin des potentialités esthétiques des textiles traditionnels. Donc c'est pourquoi je dis que ça ne va pas intervenir demain, parce que les consommateurs, ils veulent tout, enfin nous sommes, on veut un peu tout à la fois. On veut effectivement avoir plus de place chez nous, mais avoir des styles différents tous les jours. Consommer moins peut-être parce que c'est meilleur pour l'environnement, mais en même temps on veut toujours être bien habillé en toutes circonstances et que nos vêtements s'adaptent à nos modes de vie hyper complexes et hyper accélérés. On veut tout de suite parce qu'on est de plus en plus habitué à vivre dans un confort optimisé par les nouvelles technologies, et qu'en plus ceux qui ont la chance de travailler encore travaillent beaucoup parce qu'il faut compenser ceux qui... Enfin, bon, bref. Donc pour toutes ces raisons-là, on a effectivement des tendances contradictoires. Et des gens qui ont des attentes de plus en plus complexes. Et donc, effectivement, ce genre de produit, pour l'instant, compte tenu du temps qu'il requiert en termes de fabrication, donc ce produit, le mycélium de champignons, ce sont ces racines blanches dans le sol. Il y a un enjeu de culture. La culture, ça prend du temps. Donc, pour toutes ces raisons-là, ces produits, je ne pense pas qu'ils seront sur le marché demain. Pour autant, il y a énormément de chercheurs qui travaillent. Donc là, c'est une chercheuse des Pays-Bas qui s'appelle Aniela Watink, Nefa sur son nom d'artiste, qui a été financée par l'Union européenne. Il y a énormément de projets de recherche en fait, qui existent pour concevoir des vêtements selon ces méthodes-là. Mais bon, avant un passage à l'industrialisation. Et cette veste-ci, elle a été réalisée par une autre chercheuse à Londres. Et en fait, elle est faite à partir d'ADN humain synthétisé. Donc là encore, un cuir à partir d'ADN humain. Il faut un laboratoire pour le concevoir. C'est un produit qui s'inscrit dans la très très longue durée. Je ne pense pas que demain, on trouvera sur le marché ce type de produit. J'ai pas eu l'occasion de voir le prototype réellement. Mais voilà, ça ressemble quand même à quelque chose d'assez convaincant stylistiquement pour le coup. Donc il faut surveiller, mais je pense qu'effectivement les fibres, tout ce qui est fibres naturelles, mais aussi, on va dire, dans la biologie de synthèse qui ressemble encore à des choses connues, c'est actuel. Et tout ce qui est vraiment complètement de l'ordre de la culture, en fait, de bactéries, de protéines, enfin, de micro-organismes finalement, sont des choses qui vont plutôt intervenir dans les 10 prochaines années. Mais bon, c'est vrai que 10 ans, pour vous, c'est sans doute court. Oui et non, mais c'est vrai qu'il faut songer aux alternatives et surtout qu'il y a la pression, encore une fois, du marché final. Vous vouliez intervenir, Pascal ? Oui, je voudrais peut-être revenir par rapport à ce que M. Sherp a dit. Je voudrais vous partager une expérience que j'ai eue la semaine dernière à Copenhague. En fait, on travaillait beaucoup la partie... Enfin, il y avait beaucoup de marques qui étaient là du monde entier. Et certes, on parle de nouvelles fibres, mais on parle aussi surtout des fibres recyclées aujourd'hui.
On n'est pas encore convaincu que le consommateur soit tout à fait prêt à les acheter en aussi grand volume que les marques souhaiteraient le faire. Donc très souvent, dans l'étiquetage, on peut mettre effectivement des fibres recyclées à 5% sans dire que c'est des fibres recyclées. Et c'est ce qu'on voit souvent aussi. Il y avait un frein, excuse-moi, c'est un frein mental, c'est... Comment il Probablement mental, peut-être un petit peu. Oui. Ça évolue. Oui. Mais ce que disaient les marques aussi, c'est que le consommateur va commencer à devenir fournisseur des marques. C'est-à-dire, par exemple, si on prend le système du jeans, alors je viens dans quelque chose d'un peu plus concret, peut-être genre 1083 que les choses, si vous voulez, c'est qu'il faudrait que ceux qui créent des produits en France, par exemple, leurs consommateurs redeviennent leurs fournisseurs, pour qu'il n'y ait pas effectivement ce transfert de tous ces produits dans le monde entier, c'est qu'on reste vraiment dans le recyclage de nos produits et qu'on refasse des produits. Effectivement, 1083 est une des applications. Oui, dans un schéma circuit court aussi, si je comprends bien, circuit plus court, oui, si on peut. Voilà, parce qu'en fait, l'objectif vraiment, c'était effectivement de faire des nouveaux textiles, de parler des nouvelles fibres. On a parlé aussi de start-up sur des nouveaux colorants. Il faut savoir que le colorant noir, c'est fait à base de pétrole, hein, comme je pense que tout le monde le sait probablement ici. Et c'est un colorant qui n'est pas du tout développement durable. Donc vraiment, le développement durable, c'est le point important. Le CETI, en ce moment, travaille sur une machine de classification des fibres par couleur pour éviter de reteindre la matière recyclée, qui présente aussi des problématiques, si j'ai bien compris, parce que ce sont des vêtements qui n'obéissaient pas forcément aux normes actuelles. Il y a cet enjeu. Et là, dans les projets qu'on a vus, pourquoi je pense que c'est une tendance importante, c'est que ces produits sont biodégradables très très facilement, évidemment, et donc là, il y a effectivement une attention très forte de l'industrie de la mode et du luxe vis-à-vis de ces matières, puisqu'elles leur permettent, sans changer de modèle, de devenir complètement, entre guillemets, écologiques. Et du coup, ça, c'est le super rêve d'un H&M ou de n'importe quel gros industriel de la mode, que de pouvoir continuer à faire de la croissance sur son modèle quantitatif, tout en amoindrissant au maximum sa consommation de ressources. C'est pourquoi il y a des investissements colossaux dans ces projets de R&D par rapport à d'autres secteurs de recherche liés au textile habillement. Pascal. C'est pas Pascal, hein? C'est pas, oui, c'est pas grave. Non, juste pour rebondir sur l'aspect recyclage, un point est aussi l'aspect service, location, service du textile, tout est un peu lié, sachant que lors du recyclage du textile, on va récupérer des fibres. Alors quand c'est des fibres naturelles, elles vont avoir subi des traitements chimiques, et donc elles vont être affaiblies de la part de l'usage et de la part du traitement pour les remettre en état pour pouvoir les tisser, les refaire à un textile. Donc il faut savoir que tous ces éléments-là peuvent limiter sa durée de vie et le cycle recyclage aussi. Donc il y a différentes contraintes coloristiques, mécaniques qui font que le recyclage n'est pas facile. Et un point aussi important, c'est le sourcing. Comme vous disiez, récupérer les vêtements, ça fait des années qu'on en parle. Le problème, c'est l'investissement, même s'il y a des bennes, entre guillemets, de linge pour récupérer du textile. Mais un textile, c'est des fibres mélangées. Vous pouvez avoir de la laine, vous pouvez avoir de la soie, vous pouvez aussi avoir du polyester, du polyamide. Et tout cela ont des caractéristiques mécaniques, tintoriales différentes. Donc tout ça pose des problématiques liées au recyclage. Donc, après, pour rebondir par rapport à la location de linge, c'est très bien la location de linge, pour le consommateur, c'est sûr que ça permet d'éviter d'investir dans un vêtement pour un usage limité. Et après, il y a le problème de l'entretien. C'est que, comme vous l'avez dit, que ce soit au niveau pressing, professionnel, nettoyage professionnel ou au niveau industriel, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la blanchisserie. Pardon ? Surtout pas, parce que la blanchisserie est également un modèle parallèle, voilà, n'est-ce pas, qui lui-même a avancé sur pas mal d'éléments, me semble-t-il, numérisation, digitalisation. Voilà. Bon. Donc il y a des ponts sans doute. Oui, tout à fait. La blanchisserie, et j'irais le pont le plus près, c'est ce qu'on appelle le linge de résidence, c'est-à-dire le linge des personnes qui vivent dans des résidences, par exemple, âgées, et qui doivent être traitées, qui sont traitées en blanchisserie, parce que ce n'est pas traité dans un pressing, pour la majorité. Donc tout ça, ça amène des contraintes d'entretien qu'il faut trouver le système qui nettoie, parce qu'il faut quand même savoir que si on va dans un pressing, c'est pour nettoyer le linge, c'est pas pour le rafraîchir, c'est pour le nettoyer. Et aussi le rendre en état propre
et aussi bactérien propre, c'est pas que propre visuellement. Et justement, pardon, c'est ça auquel je songeais, parce que je suis allé prendre des informations sur le stand, n'est-ce pas, que CTTN a ici. Vous me disiez qu'il y a deux éléments importants, vos camarades, j'espère que vous n'allez pas les désavouer, deux éléments importants, l'écologie, mais également tout ce qui est lié à la sécurité et à l'hygiène, en fait. Hygiène voilà. Plus que sécurité. Vous l'évoquiez là, la seconde. Donc les deux, il y a l'hygiène, bien sûr, que le vêtement, surtout quand vous êtes sur du relivrer des vêtements à un autre consommateur, vous avez un risque quand même, il ne faut pas donner des articles sales qui risquent je dirais, de rendre malade, en allant à l'extrême, je dis bien à l'extrême, de rendre malade le futur porteur. Et au niveau sécurité, alors là c'est plus dans le cadre des vêtements, par exemple des équipements de protection, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a les équipements de protection. Lors de l'entretien, il y a une traçabilité qui est quand même importante et s'assurer qu'il a toujours la fonction de protection. Il n'est pas, je vais prendre un cas extrême, un vêtement anti-acide. Si la personne se renverse de l'acide sur lui, il ne faut pas que l'acide aille le brûler parce que la protection est partie par l'entretien ou parce que la fibre elle était trop usée pour résister. Donc voilà, donc il y a deux aspects. Il y a la location que vous avez parlé et il y a l'aspect sourcing, à mon avis, qui est quand même un problématique important actuellement. Voilà. Dans vos réunions européennes, cher ami, dans vos réunions européennes, quels sont les points qui semblent majeurs et quels sont les pays qui vous semblent les plus avancés? Si la question n'est pas malvenue. La question est assez vaste parce qu'il se passe beaucoup de choses. Quel est le pays qui est le plus avancé? Quel est le pays qui est le plus... Alors, dans les nouvelles fibres, je pense que c'est un petit peu tout le monde. Je crois que les nouvelles fibres, tout le monde est à peu près en harmonie, parce que c'est tellement aujourd'hui internationalisé, mondialisé. Voilà. Il y a des applications très différentes. Vous avez des applications sur le jeans, beaucoup. On travaille beaucoup le jeans, mais on n'est pas forcément dans le nettoyage professionnel. On a aussi des tendances plus qui viennent du marché aussi. Et si on prend les jeunes aujourd'hui, qui ne sont pas forcément les clients des pressings aujourd'hui, mais par contre le sont indirectement parce que de plus en plus, et on a vu une application en Chine qui était très intéressante qui s'appelle iCloset. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette société-là. C'est une société donc de location de vêtements qui marche très très bien et qui a monté 50 millions de dollars en Chine. Et en fait, ça part du simple fait que, alors c'est pour le marché chinois, mais les jeunes veulent souvent changer de vêtements. Donc on parlait des services de location. Ça permet à des jeunes designers de mettre leurs produits sur un site, de le louer, mais également aussi, si la personne le trouve beau, de le vendre. Donc s'il le loue, il revient chez le locataire de vêtements et forcément, il faut que ça se nettoie. Donc il y a des services de pressing derrière qui fait que ce vêtement doit être redisposé sur le site propre. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de services de nettoyage professionnel derrière tout ça. Et non seulement, si je puis me permettre, propre, n'est-ce pas, mais presque reconditionné comme lorsqu'on l'achète en boutique, ce qui n'est pas la même chose. Mais il faut que le produit soit valorisé également après le nettoyage. Il y a une manière de le livrer, si j'ai bien compris, le reconditionner dans un emballage particulier, qui n'est pas l'emballage acquis, enfin, à travers lequel on l'a acquis lors du premier achat. Il y a également cette dimension. Voilà, tout à fait. Et ce qu'on voit sur certains marchés, peut-être en Chine, peuvent un jour ou l'autre arriver sur ce marché européen, parce que nos jeunes aujourd'hui, si on prend vraiment la nouvelle génération, elle est très orientée là-dessus. Au niveau de l'Europe du Nord, on verra plus les fibres recyclées, beaucoup. Au Danemark, Suède, toutes ces marques travaillent beaucoup tous ces systèmes-là, et aux États-Unis également aussi. Enfin, je ne sais pas si vous... confirmer ce oui, mais sur la location, on a déjà des services opérants. Il y a la bibliothèque qui n'a pas pu continuer en France. Donc c'est quand même une tendance, mais pas non plus complètement encore épanouie ici. Il faut dire qu'il y a des tendances qui s'opposent. C'est contradictoire avec ces autres startups qui proposent des vêtements éternels. Enfin, il y a maintenant des startups qui lancent des marques, des marques de vêtements, somme toute très classiques, mais bien finies, qui s'engage sur une garantie de durée de vie du produit, avec des sweats que vous pouvez garder 20 ans. Et la marque s'engage à ce que le vêtement tienne effectivement 20 ans. Ou 30 ans, etc. Et c'est une tendance qui rentre en contradiction avec le fait de la location. Patagonia avait fait en son temps. Le premier modèle, c'était Patagonia. Pour autant, la start-up Panoply a fait un partenariat récemment avec les Galeries Lafayette, et c'est une autre start-up qui propose de la location, mais de pièces de créateurs assez haut de gamme, et qui, elle, marche très bien en France.
Donc c'est une réalité ici aussi. Mais il y a une autre tendance assez forte, à assez long terme, pour le coup, toujours pour des problématiques de passage à l'industrialisation, mais que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est Pascal et Gilles, c'est celle de fonctionnaliser le vêtement par l'électronique. Et donc là, on va intégrer de l'électronique au vêtement, et là, ça pose des contraintes de nettoyage qui sont assez évidentes, parce que électricité, lavage à eau, ça ne fait pas forcément très bon ménage. Pour autant, les LED, il y a des LED qu'on peut coudre sur le vêtement, qui sont sur le marché, qui sont lavables. Mais lavables, pas non plus 10 fois. Donc quand on parle de wearable, c'est quelque chose qui excite tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette innovation, elle arrive avant... elle va donner du potentiel aux autres innovations, et notamment à l'intelligence artificielle, l'analyse intelligente des données et au big data. Aujourd'hui, on dit que les data, c'est le nouveau pétrole. Des startups comme Google et Facebook, je pense, nous l'ont prouvé. Donc c'est une réalité. Pour autant, pour aller chercher de la donnée sensible et vraiment pertinente, il faut aller au plus près à un moment donné des gens. Et ça fait saliver toutes les startups. Et donc, comment on fait pour aller chercher cette donnée ? En mettant des capteurs sur le corps. Alors évidemment que ça pose des questions d'ordre éthique et législatif qui sont des freins au développement de ces technologies. Pour autant, on voit bien qu'il y a un vrai enthousiasme, un vrai fantasme autour de ça, mais qui est quand même contraint à plusieurs niveaux pour des problématiques de sécurité. Parce que dès lors que vous portez un capteur sur vous, mettons un capteur qui mesure votre rythme cardiaque, on a déjà des bracelets qui font ça très bien, qui dit que, ce sont des systèmes, s'ils sont connectés à des applications mobiles, qui peuvent être piratés. Ce sont des outils qui peuvent être détournés par le consommateur, ce qu'on appelle hacking. Ce sont aussi des éléments électroniques qui peuvent exploser s'ils sont mal conçus, comme on l'a vu avec certains smartphones. Donc ça pose beaucoup de questions au niveau de l'entretien, j'imagine, pour tout le monde. Et je suis certaine que ça, c'est quelque chose qui va intervenir peut-être plus rapidement que ce qu'on a vu avant. Donc j'avais une deuxième slide avec quelques exemples de startups qui font des choses, alors pas forcément pour la mode, mais plutôt pour la santé, qui sont déjà commercialisées. Et donc là, Perco qui corrige la posture. Pour le sport, l'idée c'est de gérer avec une application mobile la chaleur du vêtement. Ça c'est hyper intéressant, parce que si demain on se chauffe grâce à nos vêtements, on réduit notre consommation de chauffage dans nos logements. Sur le plan écologique, c'est peut-être relativement pertinent. Il y a pas mal de... Bon, là, c'est purement esthétique. C'est une collaboration avec Eram qui permet de changer la couleur de ses baskets. C'est un usage un peu plus futile. Mais bon, tout de même, un produit qui va s'adapter à plusieurs tenues, donc plusieurs circonstances. Donc, on rajoute de la fonctionnalité. C'est intéressant. Ce sont des produits qui sont déjà commercialisés. Et ça, je pense que pour les professionnels de l'entretien, c'est quelque chose à explorer. Et je pense que par ce même process, vous avez sans doute déjà, vous, des machines qui sont augmentées et qui peuvent peut-être faire du conseil, recommander certaines précautions de lavage sur les produits. En tout cas, tout ce qui va être de l'ordre de l'intelligence de la machine, l'analyse, la capacité de la machine à faire des recommandations par le biais de capteurs d'informations et de l'intelligence artificielle peut probablement vous intéresser de très très près. Fabrice, oui. Et puis après on va demander à nos amis de la salle s'ils ont des questions à nous poser, parce qu'on est allé dans beaucoup de sens et dans une même direction. Grâce à vous, merci. Par rapport aux vêtements, que ce soit vêtements connectés et tout ce système-là, il existe beaucoup de travaux au niveau hospitalier, c'est-à-dire le malade chez soi, parce que bon, le coût dans les hôpitaux est tel que on préfère renvoyer les malades pour être suivis, en tout cas médicalement, directement chez lui. Donc du coup, il y a des systèmes connectés qui existent, avec plus ou moins de réussite, on va dire, mais ça se développe. Après, le gros problématique, c'est bien sûr l'entretien. Alors quand on parle d'entretien aménagé, déjà on est déjà sur des entretiens, on va dire, délicats. Entretien professionnel, on a de tout, mais on est quand même sur l'entretien délicat. Dès qu'on part au niveau industriel, on est déjà beaucoup plus agressif. Et il y a deux problématiques. Le problématique des composants, capteurs et autres, et les problématiques surtout filaires, parce que l'électricité ne passe pas encore dans l'air.
Donc il faut à un moment amener l'électricité par des fils. Et par les contraintes mécaniques, il peut y avoir des ruptures de fils, connexion, et du coup, plus avoir l'information qui est amenée. Donc ça, c'est un des problématiques. Je vais juste revenir quand même à un point important. On parle des nouvelles fibres, l'entretien des nouvelles fibres. Je pense que ça passe aussi par la formation. Il ne faut pas oublier qu'un textile, même si on n'a pas la connaissance de la nouvelle fibre, de comment elle est composée, si on connaît déjà le comportement des textiles et des coloris d'une manière générale, déjà on aura beaucoup plus de facilité de l'entretenir, que ce soit au niveau consommateur, mais là on parle au niveau professionnel. Un professionnel qui est bien formé et qui connaît son textile pourra déjà mieux entretenir les nouveaux textiles et connaître les contraintes et surtout ses limites. Donc là, moi, c'est un peu une de mes conclusions, c'est formez-vous. Sachez bien ce que vous avez dans les mains. Connaissez, ayez le maximum d'informations ou essayez de la trouver, en tout cas, pour savoir comment l'entretenir. Parce que ça soit un textile de demain ou un textile de maintenant, il y aura toujours besoin de connaître ce qu'on lave. C'est extrêmement important, ces histoires, ces notions, pardonnez-moi, de compétences que vous évoquez, parce qu'on en a parlé avec quelques exposants, et c'est vrai que ça rejoint ce que disait M. Scherp il y a quelques minutes. Ce sont des opportunités, me semble-t-il, aussi pour les professionnels, parce que connaissant mieux, ayant du personnel mieux formé, il y a certainement une relation avec vos clients professionnels, ou même peut-être clients privés, qui renforce votre rôle important, n'est-ce pas, qui est celui qui est le vôtre dans la filière globale des industries textiles et du nettoyage en général. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, puisqu'on parlait aux professionnels? On vous passe un micro. Oui, madame, est-ce que vous... Ah ben voilà, on vous donne un micro. Auriez-vous l'amabilité, je vous prie, de vous présenter, c'est-à-dire plutôt ce que vous faites ou la société pour laquelle vous travaillez? Alors, je suis Martine Galinière, je suis gérante de 2 pressings dans Paris. Et ma question, c'est, existe-t-il aujourd'hui des formations pour ces nouveaux textiles et qui les propose? Merci. Puisque vous en avez parlé, à vous de répondre. Tout à fait. Alors, il existe des formations sur l'entretien des textiles avec des modules nouveaux textiles et évolution des textiles et surtout les contraintes. Voilà. Donc, la réponse est oui, il existe des formations sur l'entretien textile, mais pas que sur le nouveau textile. Des formations avec des modules textiles, sachant que déjà, la première des choses pour en faire des formations de temps en temps, la première des remarques que j'ai, c'est connaître les textiles. Parce qu'on se rend compte que comme moi-même, hein, on a des acquis et on oublie, on transforme, et il y a des choses qu'on ne sait plus. Et je pense qu'un des rappels sur la formation des textiles est déjà bien pour connaître l'évolution. Ça n'empêche pas dans la formation de parler des nouveaux textiles et de l'évolution des techniques d'entretien et l'évolution des textiles et fonctionnalités et des services d'une manière générale. Et ce sont les fédérations professionnelles qui organisent ce genre de formation ouverte aux professionnels. Alors, je vais parler pour ma paroisse. Je vais parler de ma paroisse. Au CTTN, on fait des formations sur l'entretien. Donc, au CTTN, alors là, il faudra se retourner vers les personnes de ma société. Ils peuvent organiser des formations. Mais après, il y a des fédérations sûrement qui font aussi des formations de ce type-là. Mais voilà, donc il y a des choses qui se font, mais je rappelle quand même, que ça soit nouveau ou ancien textile, il faut quand même bien se former. Merci de la réponse. Est-ce qu'il y a une autre question au premier rang? Oui, bonjour, c'est M. Belarussi Faisal, je viens d'Algérie. Nous, le gros problème, c'est les robes de soirée, comme on fait beaucoup de fêtes. Et ils ne mettent pas les symboles. Et comment on peut les inculquer, ces gens qui font des robes à 3 000 € presque, quand on dit en dinars et en euros, comment les faire venir et faire les tests ou bien faire les symboles CTTN par le coffret, voilà. C'est pour vous, ça, c'est pour vous, cher Pascal. C'est pour nous. Oui, robe de soirée à 3 000 dinars ou 30 000 dinars, c'est vous, ça. Effectivement. Il faut absolument, effectivement, qu'ils nous contactent à la limite pour recevoir ces symboles d'entretien-là, de s'informer aussi sur ce qui existe comme symbole d'entretien. Il y en a une trentaine à peu près qui donc sont faits pour certaines fibres. Et effectivement, il y a des tests à faire. Nous, ce qu'on préconise majoritairement aux marques qui vont utiliser les symboles d'entretien, en particulier professionnels, c'est de faire des tests en réel dans des pressings ou de faire affaire, par exemple, à des laboratoires comme le CTTN qui vont évaluer ça. Il doit certainement en exister en Algérie aussi, mais le mieux, c'est vraiment... Pas de centre technique en Algérie? Pas du tout, non, même des pressings, il y a des pressings.
Voilà, donc nous on invite aussi nos marques à vraiment aller dans les pressings, à faire 1 test, 2 tests, 3 tests, suivant différents modes de traitement également aussi, puisque dans les symboles professionnels, vous avez des symboles pour le professionnel à sec ou à l'eau. Donc nous, on accompagne beaucoup les marques là-dedans parce qu'il y a eu beaucoup de dommages sur la partie professionnelle à l'eau qui est en train d'arriver. Alors en France en particulier, en Algérie, je ne connais pas le marché des pressings, mais voilà, à l'étranger, le marché des pressings est très différent. Mais nous, on accompagne vraiment les marques en disant, voilà, si vraiment ça ne peut pas se laver à l'eau, il faut absolument qu'un W barré soit sur l'étiquette. Donc ça, c'est la partie professionnelle. Et ce qu'on fait également aussi au niveau de nos comités nationaux et internationaux, c'est qu'on essaye du mieux qu'on peut de sensibiliser le consommateur à conserver cette étiquette sur le vêtement. Typiquement, quand on le met et qu'on arrive au pressing, si l'étiquette même de composition, on parlait de la formation sur les fibres, si la composition n'est plus sur le produit, vous avez beau vous être formé au CTTN ou dans d'autres fédérations, vous n'aurez pas l'information que la marque vous aura donnée dans la composition du produit. On ne vous entend pas, pardon. Pardon. Le problème qui se pose, c'est le perlage. Quand vous êtes une robe avec des perlages de Swarovski, je ne sais pas, des modèles, des fois je leur dis de faire un test dans des pressings, mais ça, c'est pas évident de leur dire, comme c'est un ensemble Disons que ces produits-là doivent être pris avec précaution. C'est le rôle du pressing aussi, c'est le professionnel de l'entretien. Donc c'est clair qu'il y a certains boutons ou des choses qu'il faut enlever et recoudre. Ça existe, hein, des boutons en nacre ou des boutons qui se cassent parce qu'ils sont en porcelaine ou autre. On les enlève et on les recoud après. Maintenant, c'est très jolie robe. Ça a un coût, mais c'est un service aussi qu'un professionnel de l'entretien va apporter. On parlait des textiles techniques. On parlait aussi de tout ce qui était loueur, des gens qui vont faire du nettoyage en gros volume. Ils ne peuvent pas, dans leur cycle de travail, enlever certains éléments électroniques, les remettre, ça prend beaucoup de temps, ils ne sont pas faits pour ça. Typiquement, ça c'est un marché ouvert pour les pressings. Ça va vous prendre du temps, mais les pressings, vous allez pouvoir rentabiliser, c'est-à-dire faire payer le service on l'enlève, on le remet. Parce que certes, les fils électroniques peuvent être enrobés de plastique ou de choses comme ça pour les isoler de l'eau ou d'autres traitements à sec. Mais il y a toujours la batterie, il y a toujours peut-être les ampoules, etc., qui doivent se remettre sur le produit. C'est un marché totalement ouvert et sur lequel il y a un service important qu'on peut rajouter. Monétiser votre conseil, parce que en fait, je pense que les créateurs ont déjà énormément de choses à faire, à penser. Je vois, c'est un sujet d'ailleurs, il me semble que les écoles de mode font l'impasse sur ça. Enfin, moi j'ai fait une école de mode, ensuite une école de commerce. À aucun moment on m'a on m'a dit penser à l'entretien. Mes résidents, il y a de plus en plus de gens aussi qui retournent à l'artisanat, qui sont sur un modèle très artisanal où ils doivent tout faire parce qu'ils ne se projettent plus dans des modèles. Enfin, ça n'empêche qu'ils travaillent aussi avec l'international, mais de façon artisanale, comme probablement en Algérie beaucoup. Et du coup, un artisan, il doit déjà... vous imaginez la relation avec le type de cliente que ça peut être, hein, n'est-ce pas? Donc si en plus il faut penser là... Donc c'est vrai que je rejoins Pascal sur le fait que c'est un marché ouvert et j'ai vu sur votre site qu'il y avait une application, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que pour un jeune, c'est assez... pour un créateur jeune ou moins jeune aujourd'hui, je vois en Chine, c'est certainement encore plus le cas qu'ici. Le passage par le mobile, c'est la facilité, c'est ce vers quoi on va aller. Donc peut-être la formation, oui. Il y a aussi l'idée d'être ouvert un maximum et non plus complètement expert pour pouvoir appréhender ces tendances nouvelles. Et je pense que vous faites un travail assez intéressant de ce point de vue-là avec Cofrit pour les professionnels. Même fondamental, me semble-t-il. Oui, alors on va aussi dans les écoles de mode, hein, que ce soit de prêt-à-porter ou plus élevé également aussi. Et quand on leur présente par exemple le coffret et l'entretien textile, on leur dit attention, quand vous créez, pensez à l'entretien. Parce qu'effectivement, la création, on a toujours envie de mettre plein de choses, des paillettes, etc. Mais clairement, voilà, la problématique se retrouve toujours au niveau de l'entretien textile. Voilà.
Mais encore, je trouve que les pressings, vous avez vraiment un rôle à jouer là-dessus. C'est ce service que vous pouvez apporter. Quand on amène aussi des robes de mariée, par exemple, etc., il y a quand même un gros travail de conseils et de compétences dans le traitement de ce genre de produits. Et voilà, donc pour l'accès aux symboles d'entretien, ça c'est facile, c'est le Gynétex pour l'Algérie, puisque nous n'avons pas de comité national encore en Algérie. Mais voilà, c'est pour toute la partie Moyen-Orient d'ailleurs, hein, l'Arabie Saoudite, etc. Il y a des fédérations de la mode, il y a des fédérations textiles, mode. Ce sont des gens avec qui on a parfois contact. Et effectivement, on essaye d'accompagner au mieux ces marques à partir de Paris quand il n'y a pas de comité national. Voilà, donc on fait un petit peu ce travail push-pull côté consommateur, côté marque. Donc Alice parlait de l'application. Effectivement, le Coffret a lancé une application qui s'appelle Mon Étiquette. C'est pour les consommateurs. Pour décrypter déjà leur étiquette et les encourager un peu à les conserver sur leurs produits, aussi pour le recyclage de leurs produits. Parce que quand on met voilà, une robe ou voilà, un textile qu'on va donner en seconde vie à quelqu'un, pour qu'il continue à pouvoir vivre, il faut qu'il y ait encore cette étiquette pour l'entretenir. On a un souci que plusieurs consommateurs enlèvent l'étiquette. Parce que maintenant, c'est un livre. C'est plus symbole, c'est en plusieurs langues. Donc les gens ont tendance à les couper. Et ça, c'est un peu gênant pour eux. On ne pourra rien y faire à ça. C'est la réglementation de vos pays, de tous les pays dans le monde qui veulent avoir toute inscription sur l'étiquette doit être dans la langue nationale du pays. Donc quand on a une composition avec 2 ou 3 composants, ben, il va falloir traduire ça dans un nombre de pays. Dans les produits de luxe, on ne le verra pas, parce qu'en fait, les produits de luxe ont la capacité financière à introduire l'étiquette du pays au moment de l'introduction dans le pays. Via l'importateur, on découle l'étiquette classique et on met l'étiquette dans la langue du pays. Maintenant, d'autres marques ne peuvent pas le faire, hein, type grande distribution, H&M, Uniqlo, etc. C'est là où on va retrouver les très très longues étiquettes. On s'en excuse, mais on ne peut rien faire. Ça doit être sur le produit à l'entrée du pays. Merci de toutes ces précisions et toute cette compétence. Je vous en prie, Fabrice. Juste, si vous avez l'information, je comprends bien que c'est délicat vous retourner vers quelqu'un quand vous n'avez pas l'information sur l'étiquette. Par contre, vous avez peut-être une marque ou le créateur. Peut-être que ça vaut, dans vos possibilités de contacter la marque, parce que la marque est toujours intéressée par ce problématique, et peut-être qu'elles pourront vous donner des informations, ou du moins se poser la question, pour essayer de la faire avancer, en tout cas un petit peu, ce problématique. Donc quand vous avez la marque, les marques elles sont friandes de ça, peut-être elles n'ont pas la faute. Donc si vous les contactez, peut-être qu'elles auront l'information à vous donner, ou du moins pourront la rechercher pour essayer de vous la donner. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Parce qu'on s'approche de l'heure de conclusion en principe de ce débat extrêmement riche. Je vous félicite les amis de tout ce que vous nous avez indiqué, et à la fois précisément et dans les ouvertures d'esprit. Et donc également en termes d'optimisation des services que demain les professionnels que vous êtes, mesdames, messieurs, pouvez bien évidemment développer en votre faveur et celle de votre clientèle. Est-ce qu'il y a une autre question, mesdames, messieurs? Alors, s'il n'y a pas de questions, je rejoins mes camarades pour les remercier beaucoup en votre nom à tous. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Alice, merci beaucoup Fabrice, n'est-ce pas, pour à la fois, je veux dire, l'éclairage que vous avez apporté sur ce thème. Nous avez bien montré combien il est capital et en même temps combien il est multiple, n'est-ce pas, peut-être même un peu paradoxal de temps à autre. Au milieu de tout ça, on voit bien quelles sont les problématiques lourdes aujourd'hui, notamment de cet environnement. J'espère que cet éclairage vous a beaucoup aidé, mesdames et messieurs. Le salon, je veux dire, qui est à côté, vous donne une autre forme, plus concrète peut-être, déjà appliquée, des préoccupations qu'on a évoquées devant vous. Et je vous invite à suivre toutes les conférences pour ceux qui le peuvent, notamment cet après-midi, puisque le TexCare Forum prend toute son importance dans ce schéma de conseil et d'enrichissement de vos métiers qu'on vous a proposé et pour lesquels on vous souhaite le plus grand succès. Bon après-midi. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, monsieur.